Bonjour les élèves, aujourd'hui on continue avec partie 2 de la génétique. J'ai pris la photo suivante lorsque j'étais en voyage au Népal. Observez la petite fille ici. Elle a un trait dominant, donc on voit le phénotype très évidemment, mais c'est pas parce que c'est dominant que c'est commun. Donc elle a quelque chose de très particulier, c'est un gène dominant, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Est-ce que vous l'avez identifié? Si vous comptez les doigts sur sa main, elle en a combien? Alors, cette petite fille a une condition qui fait qu'elle a 6 doigts sur chaque main. Puis en fait, ça, c'est tout simplement un gène dominant qu'elle a eu de probablement un de ses parents. Alors, c'est définitivement certain qu'un de ses parents avait également 6 doigts. Puis, on sait que dans la population humaine, la majorité des personnes ont seulement 5 doigts. Donc, en fait, ça veut dire que l'allèle pour 5 doigts est beaucoup plus présent parmi les êtres humains. La majorité des êtres humains sont homozygotes, récessifs pour 5 doigts. Donc, la variation ou trait dominant. D'avoir plus que 5 doigts ou orteils, en fait, c'est beaucoup plus commun chez les chats, par exemple. Alors, le chat à droite, on voit clairement qu'il y a plusieurs orteils sur ses pieds. Donc, un allèle qui est considéré dominant, c'est dominant parce qu'on le voit dans le phénotype lorsque l'organisme est un hétérozygote. Ça veut dire qu'il reçoit 2 allèles différents et celui qu'on va voir dans le phénotype, c'est celui qui domine sur l'autre. Des exemples de ceci. Donc, j'ai mentionné, l'allèle pour 6 doigts domine sur l'allèle de 5 doigts. Ça veut dire que si l'organisme hétérozygote a un gène qui dit au corps « fais 6 doigts » et a un gène qui dit au corps « fais 5 doigts », celui qui domine et qui gagne, ça va être celui qui dit « fais 6 doigts ». Donc, la personne aura 6 doigts. Un autre exemple, la couleur des yeux brune est dominante sur la couleur des yeux bleus. Maintenant, j'ai mis un astérix ici parce qu'en fait, il y a plusieurs gènes qui déterminent la couleur des yeux. Puis des fois, on peut avoir des yeux verts et des yeux bleus de différentes couleurs de bleu. Mais en général, si on considère le brun et même le noir comme un gène, et ensuite le bleu et le vert comme un deuxième, si on a la présence du brun et la présence du bleu, ça sera le brun qui va dominer. Avoir les cheveux frisés domine sur avoir les cheveux raides. Avoir la chevelure en pointe, ça c'est en anglais on dit un widow's peak, domine sur la chevelure droite, de ne pas avoir un widow's peak. Donc, la variation ou le trait récessif, ça veut dire qu'il sera exprimé dans le phénotype seulement lorsque l'organisme est homozygote récessif. Donc, pour avoir quelqu'un avec 5 doigts, il faut absolument avoir un homozygote récessif, 2 gènes récessifs qui disent « fais 5 doigts ». Donc, pour avoir les yeux bleus, tu as besoin d'avoir 2 copies identiques d'allèles pour les yeux bleus. Et un exemple final pour ça, c'est une maladie qui s'appelle la fibrose kystique. En anglais, c'est cystic fibrosis. Tu dois avoir aussi 2 copies de ce gène pour avoir la condition. Alors, un enfant qui naît avec cystic fibrosis, ses parents, ni l'un ni l'autre ont la condition, ni l'un ni l'autre ont cystic fibrosis.
parce que généralement, les gens qui ont la condition ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, ça veut dire que les parents ne savent pas nécessairement qu'ils sont porteurs du gène. Ils sont hétérozygotes pour le gène, mais ils vont passer ce gène défectueux à leur enfant. C'est une condition qui rend la respiration extrêmement difficile pour les gens qui sont atteints de cette condition-là. Des exemples de d'autres gènes qui sont dominants ou récessifs. Donc, d'avoir le menton divisé, c'est dominant. On voit le widow's peak, c'est dominant. Dimples, c'est dominant. D'avoir les chevelures brunes, c'est dominant. Et d'avoir des grains de beauté, c'est dominant. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple de comment on peut représenter ceci sous forme d'un carré de Punnett. Donc, je vais utiliser le gène pour la couleur des yeux comme un exemple. Couleur des yeux humains. OK, ça c'est le gène que nous allons observer. Maintenant, je vous dis que ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne pour les humains, pour la couleur des yeux, mais si tu le comprends comme ceci, c'est correct. Alors, moi, je vais dire que dans mon exemple, grand B représente l'allèle dominant pour brun. Et je vais dire que petit b représente l'allèle récessif pour bleu. C'est important que les deux lettres soient les mêmes. Okay? Alors, nous allons imaginer que je vais reproduire deux parents qui sont tous les deux hétérozygotes. Okay? Et on va toujours mettre la lettre majuscule en premier. Donc, un parent apparaît en haut ici. Et le deuxième parent, que je vais représenter avec une couleur différente, je le place là. Donc, les gènes du premier parent, parce qu'il est hétérozygote, il aura son génotype, un grand B et un petit b. Il est hétérozygote, mais son phénotype, c'est qu'il a les yeux bruns. Le deuxième parent, je veux aussi qu'il soit hétérozygote. Alors, il a un grand B, un allèle brun, et un petit b, un allèle qui dit fait des yeux bleus. Mais parce que brun domine, ce parent-là a aussi les yeux bruns. Alors, si ces parents se reproduisent, à chaque fois qu'ils vont produire leurs gamètes, ils peuvent donner à leur enfant une des deux allèles qu'ils ont. Alors, premier parent peut donner, dans ce cas-ci, grand B, petit b, petit b. Donc, 50% des chances qu'il donne un grand B et 50% des chances qu'il donne un petit b. Tandis que l'autre parent, même chose, peut aussi donner le grand B ou le petit b. OK? Alors, maintenant, ça, c'est les 4 possibilités de génotype de la progéniture de ces deux parents. Ça, c'est ce que représente un carré de Punnett. Donc, dans le premier cas, cet organisme ici, cette progéniture serait homozygote dominant et il aurait les yeux bruns. Mon deuxième est hétérozygote.
Et il aurait aussi les yeux bruns. Le troisième est aussi hétérozygote. Il a les yeux bruns, ça c'est son phénotype. Et finalement, j'ai un homozygote. Récessif. Et il aurait les yeux bleus. Donc, quand on regarde la possibilité, il y a 4 génotypes possibles qu'on peut produire. En fait, il y en a seulement 3 parce qu'on a grand B, petit b 2 fois. Nous avons 2 homozygotes, un dominant, un récessif. Puis, on a ce qu'on voit, 75% de la progéniture qui aura les yeux bruns et 25% de la progéniture qui aura les yeux bleus. Donc, c'est possible que une personne a les yeux bleus, mais ses parents ont les yeux bruns. Et voici comment je représente un carré de Punnett. Vous allez faire quelque chose semblable bientôt. La structure de l'ADN. Donc, à la page 21 de vos notes de cours, vous pouvez ajouter ce dessin. Alors, on va regarder plus précisément à quoi ressemble l'ADN parce que vous allez bientôt faire un modèle de l'ADN. Alors, d'abord, je regarde ici, nous avons une cellule, c'est une cellule humaine ou animale ou de plante, tous les organismes vivants sont faits de cellules. À l'intérieur de chaque cellule, nous avons un noyau. À l'intérieur des noyaux, nous avons des chromosomes. Alors, ça, c'est un mot important, des chromosomes. Les chromosomes, c'est tout simplement des brins d'ADN. C'est des petits segments d'ADN très condensés. Alors, si on déroule ou on décondense les brins d'ADN, les chromosomes, on arrive à l'ADN qui ressemble à ceci. Alors, on va aller voir exactement les différentes parties qui forment l'ADN et vous pouvez ajouter le dessin au bas de la page 21. So, tout d'abord, je vais représenter, si je déroule ceci et je regarde à quoi ressemble la partie grise, elle est formée de 2 parties qui alternent. Un s'appelle un sucre et l'autre s'appelle un groupe phosphate qui alterne. Ça veut dire que j'ai un sucre et un phosphate et un sucre et un phosphate. Alors, je vais juste les représenter de couleurs différentes. Okay. Et le sucre, je l'ai fait comme un hexagone. Et mon phosphate, je l'ai tout simplement représenté par un cercle. Les 2 côtés sont faits de la même façon. Sur les 2 côtés de mon brin d'ADN. C'est comme une échelle dans le fond, puis les 2 côtés sont faits d'une alternation de sucre et de phosphate. Ensuite, ce qui tient l'échelle ensemble, c'est une alternation de 4 bases azotées. Il y a seulement 4 bases azotées qui existent.
et elle se nomme adénine, thymine, guanine et cytosine. Je vais leur donner une couleur différente. Et vous pouvez ajouter que lorsqu'on fait le code et la façon qu'on attache notre ADN, vous allez noter que adénine et thymine sont toujours ensemble. Ils sont des partenaires. Et que guanine et cytosine aussi sont des partenaires. Eux autres seront toujours mis ensemble. Alors, je donne un exemple. Si on avait à écrire le code génétique d'un organisme vivant, on utiliserait ces 4 lettres. Si on avait à le taper à l'ordinateur et à écrire le code entier d'un être humain, on aurait besoin de remplir une salle de classe complète de papier empilé du plancher jusqu'au plafond pour être capable de taper ce code de juste 4 lettres. So, par exemple, le code pourrait être quelque chose comme A, T, C, G, C, C, T, A, C, G, A, T, C, C, G, A, T, T. Okay. Ceci représente un code. Puis, probablement, ça, c'est pas exactement assez long pour même représenter un gène. Donc, en réalité, un gène, c'est une petite partie qu'on retrouve dans le code. Alors, comment est-ce qu'on assemble le reste de mon ADN? So, d'abord, je vais ajouter de l'adénine dans mon code. Alors, les bases azotées, elles sont toujours attachées au sucre. Adénine. Je vais maintenant ajouter guanine. Et je vais ajouter cytosine. Je suis en train de faire des formes particulières, puis tu vas voir pourquoi dans un instant. Et finalement, thymine. Et alors, notez que les bases azotées ici sont attachées au sucre. Et si j'étais en train de lire ce brin d'ADN et le code serait A, G, C, T. Et on continuait comme ça. Maintenant, c'est comme des casse-têtes. J'ai dit tout à l'heure, adénine est toujours attachée à thymine. Ça veut dire que l'autre côté de mon ADN, de ma branche, a besoin d'avoir la base azotée thymine qui vient s'insérer parfaitement dans l'adénine. Donc, l'autre côté, pour ma guanine, sera cytosine. L'autre base azotée ici, qui rentre parfaitement dans cytosine, c'est guanine. Et finalement, adénine qui vient s'attacher ici à thymine. Ceci est tout simplement une petite partie du début d'un code génétique. Alors, il y a également une structure, quand on place ces 3 parties ensemble,
On appelle ceci un nucléotide. C'est comme le morceau de casse-tête pour construire la partie de l'ADN. Puis les nucléotides sont formés de une base azotée, une D4, un sucre et un phosphate. Okay. Ceci représente un nucléotide. Ceci est l'ADN.